Goût de luxe Paris, le must. Et le must aujourd'hui, c'est d'afficher 250 ans de savoir-faire dans la parfumerie et les arômes. Gilles Andrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Givaudan, leader mondial du secteur depuis 2005. Givaudan, on a tous affaire à Givaudan pratiquement tous les jours ou presque. Sauf que finalement, vous faites partie de ces entreprises qui sont un petit peu en backup, si j'ose dire. Vous travaillez beaucoup en B2B. Si vous travaillez dans les parfums et les arômes, plutôt pour d'autres, donc pas directement pour nous particuliers. On va voir avec vous que vous êtes vraiment présent partout. Et du coup, pour montrer un petit peu ça, vous avez sorti un ouvrage il y a quelques jours, début mars, aux éditions La Martinière, qui revient sur vos 250 ans de savoir-faire. C'est bien ça, l'envie, Gilles Andrier, de montrer un petit peu ce savoir-faire qu'on ne connaît pas toujours ? Alors ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on a 25% de part de marché dans le monde, donc ça veut dire qu'on a une chance sur 4 au quotidien de soit... dès qu'on sent quelque chose, dès qu'on sent voilà, exactement, de toucher l'essence et l'émotion des consommateurs dans le monde entier, aussi bien à travers les parfums qu'à travers les arômes. C'est vrai qu'on reste en retrait par rapport à nos clients, ce sont nos clients qui communiquent sur leur marque avec les consommateurs, mais il est vrai aussi qu'on crée ces parfums, ces arômes depuis 250 ans, et dans une histoire plus récente, on a effectivement, donc dans les 100 dernières années, on s'est énormément développé sur la partie ce qu'on appelle composition. L'histoire de Givaudan, elle est ancrée au départ sur les matières premières, c'est-à-dire de chercher dans le monde entier des matières premières un peu partout et de naturel en particulier, pour aller vers ce qu'on appelle la composition qui dure depuis une centaine d'années. Alors justement, on va voir un petit peu avec vous cette évolution parce que c'est aussi l'objet de l'ouvrage où on retrouve quelques formules où bien sûr ces matières premières sont mises en valeur, mais aussi ce savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des matières premières naturelles, il faut vivre aussi avec son temps. Au départ, c'est uniquement les parfums, les arômes, ça vient après ? C'est effectivement surtout, bon évidemment, donc ça a commencé par les matières premières donc naturelles comme les ficelles qui étaient là pour couvrir soit les odeurs des sacs à main faits en cuir qui sentaient très mauvais, et c'est comme ça effectivement que l'histoire de la parfumerie a commencé à Grasse, parce qu'il y avait évidemment les tanneries qui essayaient de rincer tous ces cuirs et d'éliminer les mauvaises odeurs, mais il y avait aussi beaucoup de fleurs, un microclimat à Grasse qui a permis l'évolution des fleurs, et c'est comme ça que la parfumerie à travers des matières premières a commencé. Et puis ensuite les arômes et surtout aussi la synthèse donc de ces molécules qu'on trouve dans la nature mais qui sont obtenues par voie de synthèse sont apparues il y a une centaine d'années au début du XXe siècle. Et Givaudan à partir de quand selon Donc Givaudan, on a fêté nos 100, on a 250 ans d'histoire. C'est vrai que si on regarde les racines les plus lointaines, les plus profondes, avec des sociétés comme Chiris, qui était en fait le grand fournisseur de matières premières, fondé il y a 250 ans, Roure à Grasse, mais ensuite Givaudan, donc Givaudan, deux Français, Léon et Xavier Givaudan, des Lyonnais qui se sont installés en Suisse et qui ont, disons, qui sont embarqués dans une aventure autour de la parfumerie, mais à travers la synthèse, pour effectivement avoir des moyens plus efficaces et surtout qui utilisaient moins de terre, moins d'eau et moins de soleil, donc pour remplacer donc certains naturels qui étaient plus difficiles à avoir et surtout beaucoup plus cher. Donc on reviendra parce que désormais, effectivement, Givaudan, c'est une société suisse, cotée en Suisse, on y reviendra dans un instant. Donc les arômes, ça arrive à partir de quel moment? Parce que si on regarde aujourd'hui, finalement, fragrance et cosmétiques, les parfums, c'est 18% de votre chiffre d'affaires, fragrance et cosmétiques, 13%. En revanche, tout ce qui est produit de consommation, donc aussi beaucoup d'arômes et du reste, c'est 60%. Alors dans la terminologie, en fait, on appelle, alors en fait, c'est parfum à moitié et arôme à moitié. Dans la terminologie, les arômes, c'est ce qu'on ingère. Grosso modo, ce sont les arômes qui sont très souvent donc dosés à 0,3, 0,4%, mais qui font et qui donnent toute la naturalité à un produit, bien souvent à partir de naturel. Donc ça, c'est pour moitié du chiffre d'affaires de Givaudan. Et puis ensuite, vous avez l'autre moitié qui sont les parfums, mais les parfums qui, à la fois, comme vous le dites, vont dans les parfums fins, la parfumerie, ce qu'on appelle alcoolique, mais aussi la parfumerie fonctionnelle. Et la parfumerie fonctionnelle, c'est grosso modo tout ce qui parfume, donc depuis les savons, les shampoings, les détergents, les cosmétiques, tout ce qui fait qu'il faut donner une valeur donc olfactive à un produit fonctionnel. Mais aussi beaucoup plus de choses, j'imagine, Gilles Andrier, parce qu'on a vu ces dernières années, aujourd'hui, pas un hôtel n'a pas sa signature olfactive, n'importe quel, même dans les supermarchés, dans les boulangeries, on a des fragrances, des parfums qui sont délivrés, diffusés, donc ça va au-delà même des produits
produits que l'on imagine parfumés. Vous travaillez sur tout aujourd'hui. C'est vrai que les parfums se cachent même plus loin encore. Donc, par exemple, vous pouvez avoir certaines molécules odorantes qui sont incluses dans le gaz, car le gaz est inodore et donc de façon à alerter. Alors, c'est une ou deux molécules très très simples. Ça, on peut aussi rajouter des parfums dans les peintures pour couvrir les mauvaises odeurs. La parfumerie a une fonction avant tout de couverture de mauvaises odeurs. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a bien longtemps, Louis XIV. Donc, c'est effectivement la parfumerie dans les parkings, la parfumerie dans tous les espaces publics. Alors, ce ne sont pas des grands volumes, mais effectivement, ça a un impact olfactif qui touche beaucoup de gens. Et voilà, et on comprend mieux ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, c'est qu'effectivement, presque, on sent du Givaudan tous les jours, ou presque, à un moment donné de la journée. On va s'arrêter un moment quand même sur les chiffres, la taille de Givaudan, parce qu'évidemment, on va venir après à la présence en France, qui est importante tout de même, parce qu'on est quand même aussi l'une des traits du parfum. On a quelques savoir-faire en France. Donc, coté depuis 2000 à la bourse de Genève, pour donner un petit peu la taille du groupe Givaudan, c'est presque 10 000 personnes à travers le monde, 635 millions de francs suisses pour le chiffre d'affaires, présence dans 90 pays. Comment ça se répartit désormais? C'est vraiment un groupe mondial, Givaudan. Alors, je corrige, le chiffre d'affaires, c'est 4,4 milliards de francs suisses, donc au niveau mondial, dont, pour vous donner quelques éléments, donc l'Europe, ça compte à peu près pour un quart. Oui, pardon, c'est le bénéfice qui est de 600 Voilà, le bénéfice est de 600 millions. Pardonnez-moi. Alors, pour faire ce bénéfice, il faut beaucoup de chiffre d'affaires. Exactement. Donc, un peu plus, donc 4,4 milliards. Donc, en Europe, c'est par exemple pour 25%. Et puis ensuite, vous avez toute la part qui concerne ce qu'on appelle évidemment les pays à forte croissance. Donc, là, je parle de l'Asie. Je parle de la Chine évidemment, de l'Inde, 1,4 milliard de consommateurs potentiels. On en est simplement à 400 millions de Chinois qui consomment indirectement des parfums et des arômes. Parce qu'on sait en plus que la culture asiatique n'est pas forcément ouverte au départ. Justement. Alors pour les parfums fins, mais en réalité ils se lavent comme tout le monde avec des savons, des shampoings, et puis avec l'urbanisation, les Chinois donc s'installent en ville. Et en ville, ça veut dire qu'on cuisine éventuellement moins à la maison. On a besoin d'accès à une nourriture qui soit plus facile, donc moins de temps. Donc tout ça fait que la progression des ventes dans les pays en voie de développement a été très très forte pendant les 10 dernières années. Et aujourd'hui, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires dans le monde entier, si on inclut l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe de l'Est. Tout ça porté par l'urbanisation, les consommateurs dont le pouvoir d'achat augmente. Voilà, donc dans tous les secteurs qu'on parfume et qu'on fragrance. Alors si on s'arrête un peu en France, qu'on l'a vu avec ce que vous nous racontiez tout à l'heure, Gilles Andrier, l'histoire elle commence en France, hein, de Givaudan, mine de rien. En tout cas, elle passe par la France. Du coup, en Ile-de-France, notamment, vous avez plusieurs centres de création, Paris, Argenteuil, c'est près de 800 personnes aujourd'hui, Givaudan. Voilà, donc on est effectivement très fiers de ces racines françaises. Il ne faut pas oublier que la parfumerie a commencé, comme j'ai cité, en France. Donc pour nous, c'est 800 personnes en France sur les 10 000 dans le monde entier, avec 3 grosses activités. La première qui concerne donc la parfumerie fine. La parfumerie fine, c'est 150 personnes qui travaillent sur toutes les marques de luxe basées en France, mais aussi pour le monde entier. On peut juste citer quelques parfums, quelques marques pour lesquelles vous avez travaillé. Prada, Miu Miu, Mugler, Hugo Boss, pour n'en citer que quelques-unes. Voilà, exactement. Donc, pour celles qui nous laissent communiquer, et puis toutes les autres où on vit effectivement derrière ces marques-là et qu'on fragrance. Donc ça, c'est la parfumerie fine qui est très importante. Et puis ensuite, la parfumerie fonctionnelle. Donc ça, c'est un centre à Argenteuil, donc avec 500 personnes. Et puis ensuite, on a choisi maintenant, il y a 3 ans, de se développer dans les actifs cosmétiques. Les actifs cosmétiques, finalement, même si ça ne sent pas grand-chose, ça joue le même rôle de différenciateur dans le produit final. Donc on a une activité d'actifs cosmétiques basée entre Toulouse et Reims, qui a une croissance extrêmement rapide. Les actifs cosmétiques nécessitent aussi un savoir-faire très très fort. Donc c'est-à-dire mettre une fragrance, un parfum dans les cosmétiques sans que l'on s'en rende compte vraiment, mais pour que ce soit plus agréable à porter, à mettre près du visage. C'est bien ça l'idée. Voilà, l'idée c'est de combiner à la fois le parfum qui va dans la crème cosmétique, mais aussi avec ce qu'on appelle les actifs cosmétiques qui vont avoir la fonctionnalité de rendre plus beau, plus jeune. Donc là, vous travaillez main dans la main, j'imagine, avec les labos de cosmétiques. Oui, exactement. Ce sont en général, donc la plupart de nos clients qui ont des marques de parfumerie fine ont aussi des marques de cosmétiques. Donc ce sont des clients qui sont communs, et c'est là où on a des belles synergies au niveau du produit, mais au niveau commercial. C'est pour ça qu'on se développe dans ce secteur.
activité. Et sauf que ça va encore plus loin par rapport à ce que je disais tout à l'heure, puisque là, en ce moment, Guerlain, par exemple, sort, alors on ne saura pas si vous travaillez avec eux ou pas, mais en tout cas sort une ligne de maquillage petite robe noire avec notamment des vernis et des rouges à lèvres parfumés. Ils ne sont pas les seuls à le faire, mais voilà, pour parler de cette actualité-là, on sent qu'on va y arriver aussi, qu'on est dans cette dynamique-là. Exactement. Donc c'est pour servir aussi bien les marques de luxe qui ont une activité de parfumerie, mais c'est aussi pour servir cette grande tendance autour des cosmétiques, que ce soit pour les marchés matures où effectivement le marché progresse très très vite, mais aussi en Asie, vous l'avez cité tout à l'heure, le marché des cosmétiques en Corée par exemple aussi augmente de façon très très dynamique. Donc oui, effectivement, ils ont peu de velléité à aller se mettre des parfums fins, mais beaucoup à utiliser des produits cosmétiques. Ah, et c'est par ce biais-là que peut-être vous espérez un jour les attraper. Il y a une école aussi, en tout cas une mini-école, parce qu'à un moment donné, j'imagine qu'il faut un savoir-faire de nez, un savoir-faire de chimiste pour entrer chez Givaudan, un savoir-faire particulier, donc vous avez décidé de former vos propres étudiants. Alors ça date d'il y a bien longtemps. Et effectivement, en fait, on est avant tout dans un métier effectivement de savoir-faire, mais un métier de complexité et d'une certaine façon de magie. C'est-à-dire qu'en fait, vous formulez 80, 100, vous combinez des dizaines et des dizaines de matières premières pour arriver effectivement à une espèce d'alchimie où le parfum va fonctionner. Donc c'est un savoir-faire qu'on a du mal à modéliser, et heureusement qu'on n'arrive pas à le modéliser dans des softwares et autres applications. Et ce savoir-faire, il est porté par les hommes et les femmes. Donc cette école de parfumerie, elle a été créée en 1946 avec la fameuse méthode Jean Carle, qui grosso modo était l'apprentissage des gammes, l'apprentissage des notes, comme le ferait un musicien. Et au cours donc des 70 années, on a formé à peu près l'équivalent des parfumeurs qui ont créé 40% de tous les parfums fins vendus dans le monde aujourd'hui. Donc c'est une école de parfumerie qui a servi Givaudan, mais aussi qui a servi évidemment les autres, les parfumeurs qui ne sont pas restés chez Givaudan. Les concurrents, Pierre Munich, pour n'en citer qu'un, mais voilà, il y en a quelques autres. Exactement. Donc cette école de parfumerie, on reçoit à peu près 3000 candidatures par an et on retient 3 ou 4 candidats par an. Donc il faut très sélectif. Il faut avoir beaucoup de passion et de persistance pour faire ce métier. On parlait tout à l'heure des arômes et de l'alimentaire. Gilles Andrier, est-ce que c'est exactement le même savoir-faire quand on travaille sur la parfumerie fine, sur la cosmétique et sur l'alimentaire? Ou est-ce que ça demande un autre savoir-faire un peu plus particulier? Alors ça participe du même savoir-faire, mais il est extrêmement difficile de substituer un parfumeur par un aromaticien qui irait s'occuper d'une boisson. Tout simplement parce que donc les matières premières fonctionnent de façon très différente dans leur application, que ce soit un savon ou que ce soit une boisson. Les matières premières sont très différentes. Et ensuite, je dirais que, encore une fois, je parle un peu de magie et de tout ça, c'est un savoir-faire qui s'accumule autour du temps, qui est aussi transmis de génération en génération, et il est difficile de switcher, même de faire des savons à faire de la parfumerie fine ou faire des arômes. Donc on a à peu près 100 parfumeurs qui travaillent dans le monde entier. La moitié sont en France, la moitié sont français. Il y a beaucoup de parfumeurs français, même chez nos concurrents ou dans le monde entier. Donc c'est un vrai savoir-faire qui a été très ancré par l'école de parfumerie de Givaudan, et donc reconnu aussi dans l'ordre des arts et des lettres par Frédéric Mitterrand, qui avait donc remis ce titre à plusieurs parfumeurs de façon aussi à reconnaître ce savoir-faire en France. Et pour l'alimentaire, c'est vrai que parfois là c'est un peu plus difficile pour vous à vendre, entre guillemets. On est toujours un petit peu suspicieux, on dit qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pour nous vendre. J'ai vu que vous étiez très présent par exemple dans les jus d'orange, c'est assez inattendu, que vous étiez très fort là-dessus. Je n'imaginais pas qu'on ait pu travailler sur l'odeur de mon jus d'orange qui doit avoir l'air du plus frais possible. Alors effectivement, si vous pressez une orange et que vous buvez le jus de l'orange, c'est imbattable parce que tous les éléments sont là. Par contre, si vous commencez à aller acheter donc une boisson à base de jus d'orange et ainsi de suite, les processus d'extraction des jus, les processus évidemment donc industriels à gros volume, nécessitent de rajouter les éléments qui ne sont pas des éléments comme on peut l'imaginer. Il y a beaucoup d'idées
fausses idées. Donc si je vous fais boire un jus d'orange auquel on n'aurait pas donc rajouté des arômes, vous n'en voudriez pas. De la même façon que on travaille beaucoup autour de tout ce qui est santé et nutrition. Dans toutes les marques qui cherchent à contribuer à avoir moins de sel, moins de sucre et donc à contribuer à lutter contre l'obésité. Donc, la plupart des produits dits plus sains, où il manque tous ces éléments-là, le consommateur va bien vouloir le manger une fois, le boire une fois, mais la deuxième fois non, parce que ça d'un point de vue gustatif, ça ne répond pas à ses attentes. Donc on contribue à redonner une naturalité avec des éléments naturels, avec des arômes. Donc les arômes, ils ont une fonction malgré tout très importante pour rendre le produit encore plus acceptable par le consommateur final. C'est toutes ces choses auxquelles on ne pense pas. Et justement, à propos vous nous parlez beaucoup, Julien Andrier, depuis tout à l'heure, de matière naturelle. Vous nous disiez en même temps que vous êtes énormément développé avec tout ce qui était molécules de synthèse. C'est ce qui a fait aussi l'évolution des choses inévitablement. Mais on sent depuis 10 ans, vous êtes engagé, éthiquement parlant, sur la sauvegarde de ces matières naturelles. On a l'impression que vous avez peut-être fait, enfin je dis vous, pas vous Gilles Andrier, mais en tout cas chez Givaudan, on fait un petit peu peut-être un moment de rétropédalage où on se dit on est peut-être allé un petit peu trop loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a au départ des matières naturelles, quand même quelques matières naturelles qu'il va falloir sauver et préserver, dont on ne pourra pas se passer. Absolument. Notre moteur, c'est l'innovation. On a parlé des 10 000 personnes dans le monde. La moitié des 10 000 personnes, 5 000 personnes, tous les jours, travaillent sur ce qu'on appelle des briefs. On gère à peu près 60 000 briefs, c'est-à-dire c'est tous ces nouveaux parfums, tous ces nouveaux arômes sur lesquels on travaille avec nos concurrents, avec nos clients et contre nos concurrents. Donc ce qui est important, c'est l'innovation. Et l'innovation, ça passe évidemment par le talent des parfumeurs et des aromaticiens, comme on l'a cité, mais ça passe aussi par la richesse et la diversité de la palette. Donc on peut vous dire, on achète 11 000 matières premières dans le monde. On a aussi des produits de synthèse qu'on fabrique. Donc cette diversité, elle est extrêmement importante. Donc notre recherche, c'est trouver des nouvelles molécules, c'est trouver des nouveaux systèmes qui vont rendre le parfum ou l'arôme plus efficace. Mais c'est aussi, donc c'est pour ça qu'il y a la synthèse. Et n'importe quel parfumeur, n'importe quel vous expliquera que les révolutions olfactives qui se sont passées dans le monde des parfums fins, elles ont été provoquées par des produits de synthèse. Et la synthèse, ça permet de rendre effectivement pérenne le monde des parfums. Mais en même temps, sur les naturels, et on continue à utiliser énormément de naturels, et effectivement, la consommation augmente, et on se doit, en tant que leader, on a 25% de part de marché, ça veut dire qu'on consomme 25% des naturels dans le monde entier, et on se doit de rendre ces filières pérennes, parce que seule notre industrie utilise ces naturels. Donc on a, dans le développement durable, c'est à la fois créer des communautés autour du patchouli en Malaisie, autour de l'ilang-ilang à Madagascar ou de la vanille ou du vétiver en Haïti, pas par philanthropisme, tout simplement parce que c'est rendre ces filières pérennes dans le temps. Donc on a beaucoup contribué et beaucoup établi donc toutes ces chaînes, ce qu'on appelle ces chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, avec beaucoup de succès. C'est revenir un petit peu aux sources de Chiris, il y a 250 ans, qui faisait ça avec des comptoirs en Inde, et des épices et qui faisait ça. Parce que celle-ci, vous en aurez quand même toujours besoin. Absolument. À un moment donné. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Gilles Andrier, quel est votre quartier préféré dans la capitale ? Écoutez, je ne vais pas faire beaucoup de preuves d'imagination, tout le quartier de Saint-Germain. Mais le Saint-Germain, tel que je l'imaginais plus jeune, il se transforme un peu trop vite à mon goût. Voilà. Vous avez une adresse de resto ? Vous êtes plutôt gastro ou bistrot ? Écoutez, quand c'est une vraiment très très grande occasion et fêter par exemple un grand win, ce qu'on appelle un grand win, un grand succès en parfumerie, c'est Astrance, qui est à mon avis le meilleur restaurant de Paris, et puis Saturne qui voilà, c'est un plus très, récente, très mais voilà, une belle adresse également. Est-ce que votre dégustation est biaisée justement par votre travail, même si vous n'êtes pas né directement, Gilles Andrier, mais vous n'êtes pas parfumeur, mais j'imagine que vous avez développé un nez. Est-ce que votre dégustation est transformée du coup ? Non, c'est la même que tout le monde, sauf qu'effectivement j'ai plus de sensibilité et je recherche. Un petit peu plus. Voilà, absolument. Allez, dernière question, qu'est-ce qui vous agace à Paris ?
la pollution visuelle de tous les signes et toute la signalétique qu'on voit dans les magasins qui gâche Paris. Non pas que je voudrais un Paris qui soit totalement aseptisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pollution visuelle. Je voyage beaucoup dans le monde et les grandes capitales gèrent ça beaucoup mieux. Merci beaucoup à vous. Gilles Andrier, directeur général de Givaudan. Et on rappelle une odyssée des arômes et des parfums. Ça vient de sortir chez La Martinière. Merci beaucoup à vous.